Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de lutte de celles et ceux qui ont milité pour l'égalité, la justice et leur dignité. Dans les espaces censés lutter contre l'oppression, on y a trouvé de la violence, le silence et l'effacement. Parce qu'on leur a prié de patienter, de ne pas faire de vagues, de ne pas diviser le mouvement. Pour celles et ceux qu'on a mis en avant quand il fallait des images et des cautions, puis sacrifiés quand il a fallu choisir. Celles et ceux qu'on a trahis, isolés, humiliés. Ce podcast est pour elles et pour eux. Pour les voix qu'on ne veut pas entendre, les colères qu'on disqualifie, les luttes qu'on exige de taire. Ils et elles ont continué malgré l'épuisement, la peur, la honte parfois, à lutter, à parler, à tenir. Pour toutes ces chaînes qu'on a fini par briser, pour la rage qu'on ne cache plus. Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de récits de résistance et de rupture. Vous allez entendre des témoignages sur des violences, des mises au banc, du harcèlement et des formes de domination dans les espaces militants. Certaines paroles peuvent raviver des souvenirs difficiles ou provoquer des émotions intenses. Écoutez à votre rythme, prenez soin de vous, protégez-vous comme vous le pouvez, revenez plus tard si nécessaire. Ici, on se déchaîne, mais jamais au détriment de notre sécurité. Bonjour à tous. Avant de lancer le premier épisode, je voulais revenir sur la genèse du podcast, sur l'idée de pouvoir parler des violences dans les espaces militants et pourquoi j'avais décidé de créer ce podcast. Vous présenter aussi un peu l'idée, l'intention et ce à quoi le podcast, devra ou devrait servir. L'idée que j'avais mis derrière, l'intention et également, et je voulais aussi revenir sur les épisodes qui sont soit déjà écrits, soit en écriture pour la saison 1. Pour commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Massika, heu, je milite, principalement à Saint-Denis. Dans le 93, j'ai grandi dans le 93 et je suis issue d'une famille ouvrière, d'origine algérienne. Mes parents sont immigrés algériens, ouvriers, je fais partie de la première génération. J'ai milité depuis 2015, d'abord dans des espaces, anti-guerre. J'avais milité, à partir de 2016 au comité Adama, quelques mois après la mort de d'Adama Traoré, Allah yarhamou. Et dans peu de temps, en fait, avant l'été, je dirais printemps 2016, donc avant la mort d'Adama, j'avais rencontré Samir Eliès, hem, qui est encore un militant, de lutte contre les violences d'État, contre les violences policières et on avait beaucoup, sympathisé et on a commencé à militer ensemble et ensuite, au comité, heu, au comité Adama. Dans le printemps qui a suivi, donc on est au printemps 2017, je connaissais pas en fait le passif violent de Samir, puisque le 18 avril 2017, il m'agresse physiquement, hem, après une, réunion au CICP à Paris et au début, moi, je décide de pas trop en parler au comité. Comme il était, toxico à l'époque, on lui demande surtout pour sa propre santé de se mettre un peu au vert. Il fait, 2 semaines, 3 semaines à peu près, de pause militante et sans qu'on m'avertisse, il revient au comité. Ce que je découvre et je décide de quitter le comité et en gros, on me dit: «Bon débarras» parce que j'avais ramené une question, que personne ne voulait vraiment, discuter, un problème sur lequel personne ne voulait vraiment réfléchir. C'était la violence, dans cet espace, dit, de lutte contre les violences et du coup, entre, l'été 2017 et le printemps 2018, j'essaye juste de 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 me réparer de ce qui vient de se passer. Pas seulement l'agression, mais surtout, toute la mise au ban et puis, pendant ce temps-là, moi, je recevais des menaces, j'ai jamais vraiment pu savoir de qui elles venaient.
Et en fait, je vois qu'il revient, comme si de rien n'était. Il revient prendre la parole, il prend le micro, il reprend une place, en fait. Et le pire, c'est qu'il est invité par des gens qui savent ce qu'il a fait, par des gens qui étaient là le soir de l'agression. Ça m'a fait vriller. Je me suis dit: «C'est hors de question que je laisse passer ça». Donc je me suis approchée à l'époque d'un collectif qui s'appelait Femmes en lutte 93 et qui a décidé de me soutenir et de porter, mon témoignage, ce qui a eu lieu en 2018. Je crois, je me souviens plus très bien de quel mois, mais je crois que c'était fin mai 2018. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que, en fait, l'idée d'un premier témoignage autour de ce qui s'était passé n'était même pas de mon idée, elle venait de Samir. Et en fait, c'était une manipulation de plus. Parce que quand on a écrit, on s'est pris un tollé par le champ antiraciste. Lui a nié complètement ce qui s'était passé, n'a pas voulu assumer, et on a été ostracisés du champ antiraciste, du champ de lutte contre les violences policières. On a reçu des menaces. Certaines étaient aussi des menaces lesbophobes parce que des camarades de femmes en lutte sont queer. Et en fait, on a été, ça a été d'une grande violence et on s'est senti très seul. Mais ça n'a pas empêché qu'on était quand même certaines de la justesse en fait de ce témoignage et d'avoir porté mon témoignage. Et donc on a continué à militer sur ces questions-là et puis moi j'avais quand même, en parallèle créé un outil de formation, de lutte contre les violences, dans les espaces militants et je rencontre Estelle Njanjo, qui est journaliste, dans plusieurs médias et qui décide, d'écrire un papier sur la violence, du comité Adama. Enfin principalement la violence de Samir qui a été couvert par le comité Adama. Cet article, aujourd'hui, est disponible sur Mediapart. Je ne suis pas la seule témoin de cet article. Une autre victime de Samir, témoigne également sous le nom de Lynn et ma camarade, Hanan de Femmes en lutte 93 et maintenant de la marche féministe antiraciste, témoigne également en soutien. Et l'idée de cet article-là, c'était pas seulement de raconter en fait, les faits, de 2017 ou antérieurs à ça, c'était de raconter surtout les dynamiques de violence, de pouvoir qui existent dans les espaces militants et le silence qui incombe aux femmes racisées dans les espaces antiracistes. Parce on a très souvent en fait ce chantage de nous dire que si on parlait de violences qu'on vivait de la part d'hommes racisés, on donnerait de la force au discours au discours raciste, fasciste et aux clichés. Et en fait, moi, j'aurais aimé ne pas avoir à parler à Mediapart, sauf que quels sont les outils, les espaces pour qu'on puisse parler, en fait, de ce qu'on vit? Et puis, par ailleurs, quand est-ce que vous allez dire aux militants d'arrêter d'agresser, des militantes, principalement? Et tant que ces questions-là ne seront pas, discutées, tant qu'on n'aura pas ces espaces-là, bah, on va parler comme bon nous semble, quoi, parce qu'en même temps, on n'a pas 15 milliards d'outils. À chaque fois qu'on a dénoncé les violences, de Samir, on s'est toujours pris une tollée de la part du champ antiraciste. Il y a eu, dans un premier temps, un renversement de la responsabilité. C'est Samir qui devenait la victime de ses propres victimes, parce qu'il n'allait pas bien, parce qu'il essayait de se reconstruire, comme si nous, en fait, depuis tout ce temps-là, on jouait aux cartes. Il y a aussi eu une minimisation, déjà, de la violence, ce qui est assez étonnant, parce que quand on parle de violence policière ou de violence d'État, on ne se permet pas de compter le nombre de coups de matraque. Mais en ce qui concerne les violences sexistes, physiques et ou sexuelles, là, on se permet de quantifier, et de dire si, une claque, c'est assez ou pas. On a eu énormément de réponses assez, navrantes de la part même de militantes qui se disaient féministes d'ailleurs, nous disant que, elles aussi avaient subi et qu'elles en avaient pas fait tout un pataquès. Bah, grand bien leur fasse. Par ailleurs, les pressions qu'on a eues n'étaient pas les mêmes selon les victimes, enfin selon qu'on était victime et nos soutiens et c'est pour ça aussi que c'est important de se rendre compte que ce sont des choix politiques qui sont faits et que le harcèlement donc qu'on a subi,
et particulièrement celui qu'a subi, Hanan de la marche féministe antiraciste qui a toujours été d'un grand soutien avec sa famille autour de cette violence-là. Et au final, c'était beaucoup plus facile de s'en prendre à une personne qui se retrouvait déjà marginalisée dans la société, qui était en soutien à des personnes qui dénonçaient des violences, qui n'étaient pas, f discutées en fait dans les espaces antiracistes, dans les espaces militants de manière générale et de leur prêter des intentions et un agenda autre que celui décidé par les victimes elles-mêmes. Ça venait aussi de personnes qu'on pensait alliées à nous. C'est très dur maintenant de créer des liens avec des collectifs même féministes parce qu'on se dit qu'à un moment donné, en fait, on se fera, trahir, boycotter parce que chaque apparition de gens qu'on pensait être nos amis à leur côté, en fait, ça trigger. Et depuis, il y a une négation totale de ce qu'on a vécu et surtout, on nous traite de menteuses. Alors que preuve à l'appui, quand même, on peut pas nous traiter de menteuses. On a quand même fourni un certain nombre de preuves. Sinon, si les preuves avaient été trop faibles, l'article n'aurait jamais été publié. Pourtant, ça n'empêche pas aujourd'hui, des membres du comité de nier, en fait, ce qui s'est passé, et de minimiser aussi l'impact qu'ils ont eu, dans la protection d'un agresseur. Et nous, cet article, il nous a quand même beaucoup coûté parce que dans le champ féministe et dans le champ antiraciste, s'allier avec nous, ça voulait dire ne pas pouvoir s'allier avec le comité. D'ailleurs, on n'avait jamais appelé au boycott du comité Adama, bien que notre boycott, lui, a été largement encouragé par les soutiens de Samir, pas seulement au comité d'ailleurs. Ce boycott, il a été suivi par un certain nombre d'organisations antiracistes, de militantes féministes, qui aujourd'hui font le choix, pour se préserver de conflits avec un certain nombre de collectifs dans le champ antiraciste et ou féministe intersectionnel, de nous jeter sous le bus, alors qu'en fait, tout ça, c'est qu'un conflit politique qu'on n'a pas inventé, qui existe bien avant nous, qui existe depuis très longtemps et qui ne sera pas résolu dans le silence et dans de la fausse gestion de conflits. Tant qu'on ne crée pas des outils pour parler des violences dans les espaces militants, on ne peut pas compter sur des gens qui n'ont aucun problème à serrer la main à des soutiens d'agresseurs pour le faire. Le podcast, il se pose là, c'est-à-dire que c'est pas un outil que je pense révolutionnaire, pionnier, mais quand même une petite pierre dans la lutte contre les violences systémiques et les systèmes de domination aussi et d'oppression qui existent dans des milieux, dans des collectifs, dans des associations, dans des partis politiques, qui sont censés en fait lutter contre la violence. La société, elle nous a construits et si la société, elle est violente, on peut recréer de la violence dans des microcosmes qu'on crée et c'est important d'avoir ce recul et de se dire: «Mais en fait, on n'échappe pas à la construction de la violence, c'est quand même une construction sociale, elle n'est pas innée, mais par contre, on peut faire quelque chose pour la gérer, pour réparer, pour ne pas qu'elle se reproduise». Tout de suite, on va penser à la réinsertion de l'agresseur alors que c'est déjà pas une priorité et puis elle est pas inconditionnelle. Ces épisodes-là, ils sont là pour aussi faire entendre que les violences, elles peuvent être insidieuses. Avant qu'elles soient physiques et spectaculaires, elles peuvent être très subtiles, banales, assez ordinaires, mais en fait, elles créent des traumatismes, ou en tout cas, ça trigger. Moi, je l'ai créé en 2 parties complètement inégales. D'une part, une partie sur les différentes formes de violence qui existent dans les espaces militants, que ce soit des espaces, antiracistes ou féministes. Il y a de la violence, qu'elle soit raciste, queerphobe, classiste aussi, validiste. Et ensuite, une deuxième partie, comment est-ce qu'on se reconstruit face à ces violences-là? Comment est-ce qu'on reconstruit un collectif ou comment est-ce qu'on se reconstruit soi-même? Et comment est-ce qu'on crée des espaces qui sont véritablement solidaires, inclusifs et bienveillants? Pas des espaces safe, parce que moi personnellement, j'y crois pas à l'idée des espaces safe, mais en tout cas des espaces vigilants. Donc ce podcast, il est là pour au moins faire en sorte que les gens soient conscients de la portée de leurs interactions, de la discipline qu'il faut dans un collectif, parce que c'est bien de dire qu'on va créer la révolution, mais s'il y a aucune discipline quant, au partage des tâches, au partage des mandats, si tout est affinitaire, s'il y a une captation de la prise de parole publique
et qu'il y a aucun roulement dans les tâches et aucune formation des plus jeunes et du coup, il y a un monopole des contacts et des compétences. En fait, ça crée c'est ces petites choses-là quand même qui vont créer des personnalités qui sont au-dessus de tout et donc qui vont se sentir impunies et donc à chaque fois, on aura des invités, des personnes qui ont vécu ces violences-là, qui ont créé des outils ou qui ont créé des espaces pour se réparer. Moi, je pense pas que nos espaces soient enfin nos espaces militants de gauche ou d'extrême gauche soient complètement à condamner. Mais par contre, ils sont largement à améliorer. Ce qui est important aussi, c'est de sortir du mythe de l'historique. Que quoi qu'on fasse aujourd'hui en 2025, c'est historique. Non, tout n'est pas historique. Beaucoup de choses n'ont pas été inventées aujourd'hui, elles ont été inventées depuis longtemps. On est issu d'une histoire de lutte, on a des outils qui existent depuis bien longtemps. Ayant fait des recherches, ce que j'avance là, sur la question des violences dans les espaces militants, c'est des problématiques qui ont été soulevées depuis les années 80-90 et des outils avaient été créés déjà à l'époque, donc on reviendra là-dessus. Mais voilà, c'est important de se dire que personne n'est pionnier, que c'est pas une question qui est pionnière et que ce podcast, il n'est pas historique. Mais par contre, on va revenir sur cet héritage-là et on va se le réapproprier ensemble. Si c'est aussi clivant, c'est aussi parce que on n'est pas seulement habitué à une forme de silence, euh, mais également parce que ce silence, il a longtemps été théorisé. Il y a des théories politiques assez surprenantes et dégoûtantes sur le silence, notamment des femmes racisées, surtout au regard des violences sexistes et sexuelles dans les espaces antiracistes. On reviendra là-dessus également, mais il y a vraiment un vrai travail de sape de la parole des victimes et des outils créés par celles-ci. Évidemment, la création de ce podcast-là me fait très peur. Il m'inquiète beaucoup parce qu'on va aborder des sujets qui, comme je le disais tout à l'heure, sont extrêmement clivants. C'est pas du tout fédérateur. Hem et j'ai 2 craintes. La première, c'est évidemment, le backlash que je pourrais avoir, suite, aux témoignages que j'ai, que enfin, qu'on va recevoir, de différentes personnes, dans ces espaces-là. Et les témoignages, j'ai peur aussi qu'ils soient récupérés par la droite. Même si je reste vigilante là-dessus, encore une fois, mon intention, c'est pas de condamner les espaces de gauche, mais par contre, il y a un vrai travail interne. Et ce travail-là, il peut pas se faire si on n'en parle pas. Mais voilà, c'est important d'avoir conscience que ces discours-là, en fait, ça peut être construit, enfin, ça peut être conçu et vu comme du pain béni pour la droite et l'extrême droite. Mais c'est pas parce que la droite et l'extrême droite existent qu'on va arrêter de faire en sorte de lutter contre les violences dans notre camp. Moi, je refuse de me dire que je vais parler de la gauche en fonction de ce que l'extrême droite va en penser. Moi, ce que j'aimerais vraiment pour ce podcast, c'est qu'il soit le plus écouté possible et surtout qu'il soit utilisé dans les collectifs. C'est d'avoir des témoignages aussi de personnes qui ont enfin des outils pour pouvoir parler de ce qui leur est arrivé s'il leur arrive quelque chose ou s'il leur est arrivé quelque chose. Qu'ils auront en fait l'impression enfin la certitude que, en fait, tout ça, ce sont des mécanismes qui sont quand même bien huilés, les violences. Et surtout l'impunité qui entoure ces violences-là. C'est quand même des mécanismes qui sont bien huilés, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. Et que par conséquent, si eux ont le vice, nous on a le tournevis. Et j'espère que des gens vont se rendre compte qu'en fait elles sont pas seules. Et le silence, ça ne nous sauvera pas. Être déchaîné pour moi, c'est poser les questions qui fâchent. Et si en face, parler des questions de violence dans les espaces militants, c'est le déchaînement de violence. Parce que ce sont des violences qu'il ne faut pas nommer. En fait, le premier déchaînement, il vient vraiment des victimes qui veulent parler, qui veulent s'expliquer. Et le vrai déchaînement, c'est d'exiger la réparation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déchaîne. On espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que vous vous sentez moins seul. Vous retrouverez toutes les ressources citées et les contacts d'urgence dans la barre d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve dans un mois. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez déchaînés.